Place au débat dans l'effet patrimoine. Faut-il combiner PEA, PER, assurance vie? On est toujours en compagnie de nos experts, Anaïs Chaignan, la directrice générale de UF Life Patrimoine et Spirica, et Bruno Laurenceau, directeur commercial épargne individuelle chez RS Patrimoine. Cette question de la complémentarité, on redémarre avec vous, Bruno. Elle est importante. C'est vrai que on peut déjà révéler on spoil un petit peu, mais il n'y a pas d'opposition finalement entre ces enveloppes. Non, une parfaite complémentarité, parce que chaque outil finalement a ses règles en matière de fiscalité, en matière de prélèvements sociaux, en matière de transmission. Donc, si on dresse un portrait assez rapide, aujourd'hui, on voit un engouement assez intéressant du PEA pour les plus jeunes. Oui. Donc, on voit une acculturation, en tout cas une envie d'aller sur le marché action des plus jeunes et aussi d'intégrer des ETF. Donc le PEA paraît tout à fait intéressant pour déjà commencer cette acculturation à la pédagogie financière. Et prendre de l'habitude d'épargne aussi, 50, 100 euros par mois quand on peut. Exactement, et c'est là où c'est intéressant d'ailleurs quand on regarde la culture financière des 15-17 ans, très précisément, Oui. Elle s'est beaucoup améliorée par rapport au passé. Et donc elle est très proche finalement des 18 ans et plus, donc on voit vraiment un engouement des plus jeunes sur cette partie-là. Tant mieux, on dit toujours qu'on manque d'éducation financière, si les 15-17 ans s'y mettent, c'est de bon augure. J'ai envie de dire, on peut espérer en tout cas, c'est de bon augure pour la suite en effet. Ça c'est le PEA, donc je dirais une première brique pour commencer effectivement cette pédagogie. L'assurance vie, le couteau suisse, donc j'ai envie de dire un indispensable. Et enfin le PER, effectivement on démarre beaucoup plus jeune que les anciens produits d'épargne retraite anciens. Donc à partir de 35 ans, c'est là où on a le public qui commence finalement la moyenne, alors que sur une assurance vie, on est plutôt sur une moyenne un peu plus importante. Et donc, c'est important d'avoir l'ensemble des mécanismes pour pouvoir les combiner, adapter aussi les différentes évolutions réglementaires potentielles, et surtout aussi optimiser la fameuse transmission, la grande transmission qui arrive prochainement. Donc, je pense que c'est un indispensable de tout combiner en réalité. Oui. Anaïs Chaignan, quel est selon vous le point d'équilibre, on dirait optimal, entre assurance vie PER et PEA pour un client? Allez, on va prendre un client plutôt dans nos âges, 45-55 ans, en tout cas ceux qui nous regardent peut-être aussi, qui ont déjà un patrimoine établi, peut-être pas les 15-17 ans, ça fait un peu jeune. Voilà, 45-55, vous le disiez, on se pose déjà des questions sur la retraite, on pense déjà à sa transmission. Qu'est-ce qu'on fait là si on dispose d'un patrimoine? Comment on arbitre? Alors, 45-55 ans, c'est généralement un âge charnière, parce qu'on commence à plafonner en termes de revenus, et effectivement, on commence à s'intéresser. Alors, on a des chiffres qui nous disent que les 35 ans commencent à y réfléchir, et qu'on a effectivement des souscriptions paires qui se font beaucoup plus jeunes, mais entre 45 et 55 ans, on commence à songer de façon beaucoup plus intense et présente à préparer ses revenus pour la retraite, et puis surtout à se dire comment je vais transmettre mon patrimoine. On est parfois à un moment de sa vie où aujourd'hui, la société étant ce qu'elle est, on est dans une famille qui est plus ou moins recomposée, donc on a des gens à protéger selon la structuration de notre famille. Donc globalement, je pense que je vais vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner une allocation cible entre ce qu'il faut mettre dans un PER, dans un PEA. C'est pas un tiers, c'est un peu plus complexe. Non. Et en plus, ça va dépendre de votre aversion au risque, parce qu'on le disait, le PEA permet d'aller... c'est sans doute l'optimum en termes fiscal pour aller prendre du risque sur les ETF et les actions, mais si on n'a pas envie de prendre ce risque-là, peut-être pas besoin d'aller chercher une enveloppe PEA. Donc là aussi, c'est vraiment aussi dépendant de chacun. Et vous le disiez aussi, j'insiste sur l'assurance vie, on a maintenant un spectre qui va du fonds euro hyper sécurisé, à ceinture bretelle, et au titre vif et même au private equity qui est sur la gamme. Donc on a aussi cette granularité dans la même enveloppe. Mais effectivement, on ne bat pas le PEA en termes de fiscalité sur les actions européennes dans les deux autres enveloppes. Donc, si on a envie d'avoir une épargne investie sur cette région-là et ce type d'actifs, c'est quand même l'enveloppe optimale. Donc là, mon conseil, il est toujours le même, c'est-à-dire de faire un bilan de ses revenus, de sa fiscalité, de sa situation familiale, de qui on a besoin ou envie de protéger, et on va élaborer une répartition entre cette assurance vie qui va permettre parfois de préparer une succession avec des choses aussi subtiles que du démembrement de clauses bénéficiaires qui vont pouvoir de séparer l'usufruit, donc les revenus du capital, et donc de pouvoir transmettre de façon différenciée les revenus et l'épargne. Et puis l'enveloppe PER qui est plus long terme, retraite, etc.,
et dynamiser le tout avec un petit peu de PEA. Donc vraiment, le conseil que je donne et que je redonne, c'est faire un bilan complet, aller se faire accompagner par des spécialistes qui vont vous aider à construire la location entre ces trois poches qui vraiment ne s'opposent pas, mais qui sont très complémentaires. Bruno, est-ce qu'il y a un outil chez RS pour justement combiner ou mettre en perspective ces différents produits ? On a essayé effectivement de modéliser l'intérêt, en effet. On a créé un outil qui va nous permettre, en fonction de l'objectif, du projet, de la durée de placement, des versements qu'on veut faire de façon programmée et initiaux, bien sûr, importants, d'intégrer des paramètres qui vont varier en matière de rentabilité, en matière de frais. Et donc, ça nous permet effectivement de voir finalement que l'ensemble des enveloppes, sans faire de spoil, sont intéressantes et on va faire une complémentarité dessus. J'insiste sur un point. Donc là, c'est une analyse froide en réalité uniquement de montant capitalisé au terme. Le civil reste bien sûr le plus important pour construire une bonne maison avec de bonnes fondations. Ouais. Tiens, justement, on va parler également de l'impact du cadre normatif qui est sans cesse, on va le dire, en évolution, hausse de la CSG, ajustement du PER sur les versements notamment, possible refonte de la fiscalité successorale. Comment on prend en compte justement ces changements ? C'est superbe. Pour moi, je vois comme une belle opportunité en réalité. Une belle opportunité parce que le CGP, pour bien conseiller son client, il doit être informé. C'est ça la clé. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus vite en matière d'évolution effectivement réglementaire. Donc la clé, c'est l'information pour pouvoir bien sûr l'expliquer à son client. D'ailleurs, je me suis amusé en début d'année à faire quelques petites requêtes sur mes IA préférés. En réalité, ça n'a pas encore tout à fait intégré très souvent les évolutions. Donc il faut, j'ai envie de dire, éduquer le modèle. Donc pour moi, ces évolutions réglementaires sont une belle opportunité. Et effectivement, ça s'est alourdi sur la partie prélèvements sociaux de 1,4%. Est-ce que 1,4% doit remettre en compte une stratégie patrimoniale ? J'ai ma réponse, mais je vous laisse également votre réponse. Justement, tiens, on ouvre notre page IA. Le conseil patrimonial, on l'a dit, est évidemment une valeur ajoutée. De plus en plus, certains se tournent vers ChatGPT, vers Gemini, vers d'autres pour demander des conseils. Alors, tout de suite, on précise, attention, justement, à la temporalité, parce que ces IA n'utilisent peut-être pas l'actualité juridique la plus récente. Annie Chalignan, quelle est votre opinion, justement, sur ce monde de l'IA dont on promet, on prédit, qui va peut-être remplacer le CGP demain ? Alors, aujourd'hui, on n'y est pas. Et je vais sans doute être redondante avec ce que Bruno évoquait. Moi, j'ai fait le même test, c'est-à-dire après les évolutions et tous les débats budgétaires, j'interroge mon IA préférée, j'en interroge même 2 ou 3, histoire de comparer. Ça m'amuse de voir s'il y en a qui sont plus ou moins. Elles oublient toujours un élément. Il y en a une qui va vous parler de la suppression des avantages sur les versements après 70 ans, mais qui vont oublier la hausse de la CSG, etc. Donc, juste après des évolutions, et notamment, elles ont un peu du mal à intégrer l'ensemble des enjeux. Et donc, je suis capable d'aller rebondir sur la réponse en disant « mais tu n'aurais pas oublié ça et ça », parce que je suis informée. Et donc, c'est un merveilleux outil qui permet d'abord de démocratiser la connaissance et la culture financière. On le disait, les jeunes sont de plus en plus informés parce qu'ils se renseignent aussi de plus en plus, ils interrogent leurs IA, il y a de plus en plus d'influenceurs qui parlent, donc ils ont de plus en plus de moyens et d'outils pour acquérir de la connaissance financière, et ça c'est bien, parce qu'on est mieux conseillé quand on peut aller challenger son conseiller, quand on peut lui poser des questions, rebondir, essayer de comprendre, et donc là, pour ça, l'IA est un merveilleux outil, mais encore une fois, il faut qu'il y ait derrière un spécialiste qui puisse aller la challenger, savoir quand elle hallucine ou qu'elle a une réponse incomplète, et donc là, un conseiller bien formé reste indispensable aujourd'hui. Je ne dis pas que dans quelques années, ce sera exactement la même chose, mais aujourd'hui, dans l'état de l'art de l'intelligence artificielle telle qu'elle nous est proposée, on ne peut pas juste s'appuyer sur l'IA pour faire son allocation parce que, justement, évolution réglementaire, situation personnelle très complexe, et donc il vaut mieux aller voir un expert qui va pouvoir, lui, aussi utiliser ces outils pour être efficace, plus rapide et plus performant. Un expert en chair et en os. Bruno, comment vous utilisez l'IA au sein des RS Patrimoine ? On l'utilise effectivement, on commence à l'utiliser via des outils. On a tout un programme chez nous effectivement d'intégration de l'IA qui va justement utiliser différentes IA. Parce que je crois effectivement qu'il n'y a pas une IA meilleure qu'une autre, mais c'est plutôt une combinatoire un petit peu ce qu'on évoque. Mais
pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui, j'ai été lire une étude récente du rapport qui expliquait que 95% des Français voyaient l'IA comme un outil complémentaire justement pour le placement. Mais, attention, 67%, ils voyaient ça comme un risque. Et on voit notamment un 75% pour les moins de 35 ans qui voient ça comme un risque. Donc c'est encore amplifié pour les plus jeunes. Donc on voit que l'IA effectivement est un indispensable, il faut l'accompagner dans la stratégie patrimoniale. Donc c'est un bel outil de pédagogie qui va permettre de faire mettre en lumière certains avantages, mais le français voit quand même ça comme un risque. Et donc il est forcément pour moi accompagné pour faire les bons choix. Et l'IA finalement elle est uniquement sur une requête qu'on va lui soumettre. Et c'est pas du tout dans du prédictif, l'intégration du civil, l'intégration de tout, je veux dire, ce que pense le client, et surtout un client fait un choix sur une émotion et pas sur des données froides que permettent effectivement d'avoir l'IA. Et puis, dernière chose pour boucler sur notre sujet, entre les différentes enveloppes, c'est aussi, comme vous le disiez, il y a aussi, bien sûr, de l'affectif, il y a peut-être un mineur qu'on a envie de protéger par rapport aux autres membres de la famille. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on le confie tout de suite à l'intelligence artificielle. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, il y a encore une défiance. On s'habitue à l'outil, mais effectivement, il y a quand même des données qu'on a encore un peu du mal, ou du moins qu'une certaine partie des clients ont du mal à confier à une IA froide. Et il y a encore beaucoup, notamment dans ce qui est gestion de son patrimoine, gestion de sa succession, de la préparation de sa retraite, beaucoup d'affect et de besoin de confiance. Et aujourd'hui, la confiance, elle passe encore par de l'humain en chair et en os, et c'est quand même hyper important. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup changer, mais bon, après, on est peut-être dépassé. On verra comment ça se présente. En tout cas, en conclusion, faut-il combiner PEA, PER Assurance Vie? Assurément, oui, à condition d'avoir un bon conseiller en chair et en os, d'avoir les bonnes informations au bon moment. On voit en tout cas que les gens sont un petit peu prudents par rapport aux avancées de l'intelligence artificielle et préfèrent pour l'instant avoir effectivement un conseiller en gestion de patrimoine humain. Merci à nos invités, Anaïde Chaignan, un grand merci à vous. Merci Bruno Laurenceau. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine. À très bientôt.